Je vais en profiter pour inviter le premier présentateur. Donc, ça va être un bloc faune et territoire. On va parler d'animaux. Donc, le premier présentateur, c'est Julien Bilodeau-Colbert, qui est étudiant au doctorat à l'UQAM sous la direction de Pierre Drapeau. Et son projet s'intitule « Modélisation à fine résolution d'arbres à cavité de grand pic à l'aide des données LIDAR en forêt boréale mixte ». Comme ça. Super. Bon, bonjour. Aujourd'hui, très heureux de vous présenter un outil de modélisation que j'ai conçu dans le cadre de ma thèse qui pourrait s'avérer très utile pour la promotion de la biodiversité en aménagement forestier. Donc, pour commencer, je vous présente le Grand Pic. Le Grand Pic qui est la plus grande espèce de pic-bois retrouvée en Amérique du Nord et exclusivement en Amérique du Nord, qui a été ajouté en été 2022 à l'annexe numéro 1 du règlement sur les oiseaux migrateurs du Canada. Ça, c'est un règlement qui inclut des oiseaux, des espèces dont les nids sont réutilisés dans le futur. La loi vient donc interdire de détruire ces nids tant qu'on ne peut pas prouver qu'ils n'ont pas été occupés pour une période de temps déterminée qui va varier en fonction de l'espèce. Et pour le Grand Pic, on parle d'une période de protection de 36 mois. Mais à quoi ressemble un nid de Grand Pic? Eh bien, pour faire très simple, c'est un trou dans un arbre. Mais plus précisément, les Grands Pics excavent ce qu'on appelle une cavité, qui est probablement le mot-clé à retenir pour les 15 prochaines minutes. Donc, ils excavent une cavité dans le tronc de l'arbre et c'est au fond de celle-ci qu'ils vont pondre leurs œufs. Et il faut savoir qu'un couple de Grands Pics va généralement excaver une nouvelle cavité à chaque année, ce qui laisse leurs anciennes cavités disponibles pour la reproduction de toutes sortes d'espèces d'animaux qui, elles, sont incapables d'excaver leur propre cavité. Parmi ces espèces, on a des oiseaux de proie, on a des mammifères, mais on a surtout des canards migrateurs, et c'est ça qui explique l'ajout du Grand Pic au règlement sur les oiseaux migrateurs, cette réutilisation par ce qu'on appelle les utilisateurs secondaires, dont des espèces migratrices, parce que le Grand Pic, elle, est une espèce résidente, donc qui passe l'hiver au Québec. Et donc, concrètement, quand on parle de la protection du nid ici, ce qu'on vient protéger, c'est l'arbre en entier. Et forcément, toute interdiction de détruire un arbre a un lot d'implications en aménagement forestier, notamment pour l'obtention de certaines certifications. Par chance, en forêt boréale mixte, un peu comme West Fraser, les Grands Pics aiment des arbres précis, à savoir presque exclusivement le grand peuplier faux-tremble, de gros diamètre, un arbre qui va être vivant, mais dégradé. On va noter souvent la présence de certains champignons. Un arbre qui va avoir une apparence de poteau, soit qu'il y a un élagage naturel qui s'est déjà fait des branches secondaires, et finalement tout ça corrèle avec un arbre qui est relativement âgé, qui est relativement mature. L'objectif de ma recherche était donc de concevoir un modèle qui allait permettre de localiser les arbres avec ce profil bien précis, de manière à faciliter l'application de la loi, une loi qui est somme toute assez nouvelle et assez encore peu connue par le public. Donc, pour ce faire, on se déplace non loin d'ici, en Abitibi-Témiscamingue, dans la forêt d'enseignement et de recherche du lac du Parquet, aussi appelée la Firle, et dans les terres publiques aux alentours. Et ici, sur la carte, ce que vous voyez, tous les petits points jaunes sont des arbres à cavité qui ont été recensés dans les dernières années, ce qui vous donne un peu une idée de la superficie couverte, plus souvent qu'autrement à pied, de nos travaux. Dans la modélisation, on utilise forcément des arbres à cavité. Ces arbres à cavité-là ont été trouvés au cours de différents travaux, dans différentes années. Il faut savoir qu'avant 2020, les arbres à cavité étaient trouvés lors de battues systématiques dans des placettes permanentes de 40 hectares et que depuis 2020, on cherche nos cavités dans des peuplements ciblés grâce à un modèle de qualité d'habitat développé par Philippe Cadieux qui nous indique essentiellement quels peuplements ont le plus de chances de contenir des arbres à cavité. Mais dans les deux cas, ces deux méthodes-là nécessitent d'investir beaucoup de temps et de ressources humaines sur le terrain, puisqu'on doit couvrir de grandes superficies sans avoir la garantie forcément de passer proche d'arbres à cavité. L'autre source de données importante impliquée dans la modélisation que je vous présente sont les données LIDAR. Je vais passer rapidement là-dessus. Les données LIDAR, c'est essentiellement un scan très précis de la forêt, en fait, de la position du sol et du couvert forestier, ce qui peut nous donner ultimement une carte pixelisée où chaque pixel nous donne la hauteur de la canopée pour cet endroit précis.
Et quand on parle de précision, on a une résolution de 1 mètre carré, donc des données de hauteur beaucoup plus précises que les cartes écoforestières qu'on utilise de manière standard. Et ça, c'est des données aussi qui sont très, très accessibles puisqu'ils sont disponibles pour l'ensemble du Québec méridional. En termes de modélisation, le modèle que je vous présente est issu d'une méthode d'intelligence artificielle qu'on appelle arbre de régression amplifié. Et essentiellement, le modèle ici cherche à prévoir la présence d'arbres à cavité face à des points de pseudo-absence, soit des points aléatoirement distribués dans notre zone d'étude. Et pour ce faire, il utilise diverses variables explicatives qu'on a tirées de zones tampons de 5 mètres autour de nos points, que ce soit de présence ou d'absence. Et les chiffres concrets qu'on est allé chercher de ces zones tampons sont la hauteur lidar maximale, donc le pixel avec la valeur la plus élevée dans la zone, la hauteur moyenne lidar, l'écart type sur la hauteur, et à ça, on avait ajouté aussi 2 variables qui avaient pour but de mieux distinguer l'essence de l'arbre retrouvé au niveau du point, avec l'indice de végétation par différence normalisée, ou NDVI, qui est ça, concrètement, c'est la coloration de la feuille, et le pourcentage de peupliers faux-trembles retrouvé dans le peuplement où se trouvait le point. Au final, il y a seulement 2 variables qui se sont réellement révélées importantes pour expliquer nos prédictions, à savoir la hauteur max et la hauteur moyenne, comme vous pouvez voir sur le graphique, qui montre l'influence relative de chacune des variables sur la valeur de la prédiction finale. Puis on voit que la hauteur max et la hauteur moyenne valent pour plus de 75% de la prédiction. Donc vraiment, c'est sur ces 2 seules variables-là que je vais vous demander de vous concentrer pour la suite de la présentation. Maintenant, pour visualiser l'impact de chacune des variables, on peut faire ça avec des graphiques de dépendance partielle. Et ici, je n'ai pas le pointeur laser, fait je vais vous demander de regarder avec vos yeux. Essentiellement, sur ces graphiques-là, plus on s'approche, voire même qu'on dépasse le 1, ça nous indique que plus les chances sont grandes qu'on soit en présence d'un arbre à cavité. Et à l'inverse, plus on est proche du -1, plus les chances sont grandes qu'on soit en présence d'un point aléatoire. Et donc, concrètement, ce que ça nous indique, c'est que pour faire une prédiction qu'on soit vis-à-vis un arbre à cavité, eh bien, il faut qu'à ce point, on ait une hauteur maximale de plus de 25 mètres et une hauteur moyenne de plus de 23 mètres, ce qui représente des valeurs de hauteur pour un arbre relativement élevé pour une zone tampon de 5 mètres autour de nos points. Et ça, concrètement, ce que ça nous indique, c'est que pour notre zone d'étude, la forêt boréale mixte, à maturité, les peupliers faux-trembles sont simplement les arbres les plus grands. Et c'est exactement ça qu'on voit sur le terrain, un couvert forestier dominé en termes de hauteur par les grands peupliers faux-trembles. Et tout ça, c'est aussi très cohérent avec leur stratégie de croissance. À savoir que le peuplier faux-tremble, c'est une espèce pionnière à croissance rapide qui a besoin de beaucoup de lumière. Ils vont donc développer ce houppier en hauteur le plus haut possible, ce qui explique l'influence de la hauteur maximale, mais aussi élargi autour de la cime, ce qui explique l'influence de la hauteur moyenne, le tout de manière à être les meilleurs compétiteurs pour la lumière. Et donc, ce que le modèle est capable de faire ici concrètement, c'est de reconnaître la cime de ces grands peupliers faux-trembles grâce aux caractéristiques de leur houppier, la partie feuillue d'un arbre. Et c'est ces caractéristiques du houppier qui les distinguent de d'autres essences, notamment qu'on pense à une essence résineuse, qui va premièrement avoir tendance à être plus petite dans notre zone d'étude, mais aussi avoir une croissance qui est davantage en forme de pointe. La hauteur moyenne vis-à-vis la cime va donc être moins élevée que le houppier élargi et uniforme du peuplier faux-tremble. Maintenant, en ce qui a trait à la fonctionnalité du modèle, il faut savoir qu'on peut projeter les prévisions sur des cartes et avoir quelque chose qui va ressembler à ça, soit des constellations de couleurs variées, ici un peu fluo, rouge, mauve, ce qui est essentiellement ici une carte qui nous indique où sont les meilleurs secteurs pour retrouver un arbre qui a le profil d'un arbre à cavité. Ici, dans le contexte, ce seraient les zones où on est le plus en rouge vif. Et ça, c'est des cartes de prévision extrêmement précises, notamment parce qu'on a la résolution lidar, donc de 1 mètre carré, mais aussi en termes de modélisation, où on a un score de l'AUC de 0,97. Et ça, le score de l'AUC, c'est un score de précision de modèle, où quand on a une valeur de 1, c'est que notre modèle fait des prédictions parfaites. Donc, on est très, très proche de faire des prédictions parfaites. Et c'est très, très utile sur le terrain avoir des cartes de prévision aussi précises, parce qu'on peut mettre ces cartes de prévision-là directement dans nos GPS et donc aller directement aux secteurs les plus probables pour trouver des arbres à cavité au lieu de fouiller des secteurs complets ou des peuplements complets, ce qui représente une économie non seulement en temps passé en forêt, mais aussi en ressources à déployer sur le terrain
pour un secteur. Dans les quelques limitations qui sont tout de même à garder en tête avec l'emploi de ce type de modèle, c'est qu'on peut passer à côté des cavités qu'on trouverait dans un chicot. Un chicot qui est un arbre mort, qui est un phénomène quand même plus rare dans notre zone d'étude, les cavités dans des chicots, plus souvent qu'autrement issues d'une cavité qui a été excavée quand l'arbre était encore vivant, puis que la cavité a simplement gardé son intégrité, malgré que l'arbre, lui, se dégradait naturellement. Et dans les autres limitations, bien, il y a quand même certaines essences de résineuses qui vont atteindre des hauteurs qui se rapprochent de celles d'un peuplier faux-tremble. C'était notamment le cas du pin gris qui ressortait positivement dans nos prédictions dans la version préliminaire de notre modèle, qu'on est allé tester l'été dernier, en 2023. Et ça, je vous garantis que c'est du pin gris. C'est moi qui est allé personnellement me mettre les pieds dans ces zones. Mais depuis, on a nettoyé le jeu de données, on a revu l'analyse et visiblement, on a réussi à limiter l'impact des grands résineux sur nos prévisions et même mieux concentrer les zones de peupliers, les prévisions, dans les peupliers faux-trembles. Bon, c'est bien beau avoir des modélisations, mais il faut aussi utiliser le modèle pour aller trouver les cavités. Et qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a trouvé plusieurs cavités? Bien, il faut voir si elles sont occupées. Et pour faire ça, les options sont quand même limitées parce qu'une cavité de grand pic, c'est en moyenne à une hauteur de 13 mètres dans les airs. Donc, l'option la plus simple, mettre quelqu'un au pied de l'arbre, attendre, surveiller la cavité. Mais ça ne nous garantit pas, premièrement, de voir l'utilisateur et forcément, ça implique aussi de passer beaucoup de temps au pied de l'arbre. Nous, ce qu'on fait au laboratoire, c'est qu'on va les visiter à la caméra, en accrochant une caméra sur une perche télescopique qu'on vient déplier et insérer dans la cavité. Et procéder avec ce style de méthode nous donne droit à avoir des images assez uniques, voire même assez intimes sur nos différents utilisateurs de cavités et de même pouvoir faire leur suivi de nidification. Et là, puisque j'ai un peu de temps, je peux vous parler de l'image au centre, en haut, les petits canetons dans la cavité, tout mignon. Il faut savoir, quand je parle d'image unique, que ça, c'est très, très unique. Les canetons dans les cavités restent à peu près maximum 2 jours dans les cavités. Donc, on a été extrêmement chanceux d'avoir cette image-là. Et si vous vous posez la question comment ils sortent de la cavité, eh bien, c'est simplement en assumant la chute de 13 mètres. Et en général, ça se passe bien. À force de visiter des cavités, un des acquis ultimes qu'on peut faire, c'est d'établir le profil de la population de nos grands pics sur un territoire, puisqu'il faut savoir qu'un couple de grands pics, c'est monogame et territorial. Ils vont donc réutiliser les mêmes territoires année après année tant que les ressources sont disponibles. Et nous, ici, donc, ce que je vous présente, c'est les territoires présumés de nos différents couples avec les zones oranges, qui sont des zones de 500 hectares, et chose qu'on a pu déterminer grâce à 4 étés de recherche de cavités, mais aussi par des efforts de capture et de marquage d'oiseaux avec des petites bagues de couleurs que vous pouvez voir un peu partout distribuées sur la carte. Et quand je parlais d'efficacité de terrain du modèle, bien, il faut savoir qu'en un été de terrain, avec le nouveau modèle, on a pu trouver 2 fois plus de nids de grand pic que les 3 autres étés de recherche combinés. Donc, c'est ça, ça marche très, très bien pour notre zone d'étude. Pour conclure, les anciennes cavités de grand pic jouent un rôle extrêmement important pour la faune en forêt boréale. On note que 44 de nos anciennes cavités sont réutilisées par un utilisateur secondaire et que même le grand pic réutilise ses propres cavités. On note ce phénomène le tiers du temps, ce qui est même un peu contraire à ce qui serait attendu dans la littérature, à savoir qu'il niche dans une nouvelle cavité à chaque année. Et même, j'ajouterais à ça que l'utilisation des anciennes cavités est même un petit peu plus accrue suivant la nidification d'un grand pic, probablement juste parce que le grand pic fait du bon travail initialement, puis que ça donne une belle petite maison pour nos utilisateurs. Et donc, cette réutilisation, non seulement par les utilisateurs, mais par le grand pic, nous montre l'importance de conserver les cavités, mais de le faire sur plusieurs années. Et donc, en terminant, j'espère vous avoir convaincu du potentiel de mon modèle pour l'application de la nouvelle réglementation sur les nids de grand pic, où le modèle pourrait autant être utilisé à des fins de planification d'opérations forestières pour savoir où sont nos zones à risque de trouver des nids de grand pic, voire même les éviter de facto, mais il pourrait être aussi utilisé pour favoriser la conservation de certains sites. Si on a des cavités sur notre forêt, dans notre forêt, bien forcément, ça va être plus facile à conserver. On a un argument supplémentaire. Évidemment, tout ça implique de trouver des nids, ce qui est extrêmement facile avec notre modèle.
Le prochain défi maintenant, ça va être de transférer le modèle en forêt tempérée, chose qu'on va essayer de faire dans la prochaine année, et même de le tester davantage en forêt boréale, même si nos résultats à date sont assez prometteurs. Et avant de vous laisser passer à la prochaine présentation, toujours important de souligner le travail, le support des collègues, des amis, certains nous écoutent sur Zoom en ce moment, qui ont participé à la récolte de données, et ainsi à nos partenaires pour le financement. Je vous remercie pour votre attention.